L'arbre-monde. Chapitre 1. L'enfant des cimes. Elle ne parlait pas beaucoup, pas par timidité, plutôt par gêne et réserve, mais parce qu'elle avait tant à entendre. Les adultes disaient d'elle qu'elle était dans la lune, mais c'était faux. Elina était dans les arbres. De là-haut, perchée sur sa branche favorite, celle qui craquait un peu sous ses jambes mais tenait toujours bon, elle observait le monde avec des yeux grands comme le silence. Elle voyait les choses plus lentement. Elle entendait les émotions des gens dans les soupirs, les silences, les gestes évités. Elle ne comprenait pas pourquoi les autres enfants criaient si fort, pourquoi ils se bousculaient, riaient parfois en blessant sans le savoir. Alors elle montait plus haut, toujours plus haut. Les oiseaux l'acceptaient, les arbres lui parlaient sans mots, et le vent était son seul véritable confident. Les animaux du foyer et les chiens du lotissement étaient ses amis sincères. Quand on lui posait une question, elle répondait doucement ou bien pas du tout. Mais dans sa tête, les réponses dansaient. Elle savait déjà que certaines vérités ne se disaient pas à voix haute, mais se ressentaient. Les adultes disaient aussi qu'elle était hypersensible, un mot trop long pour une si petite fille. Elle disait simplement je pense fort. Elle n'avait pas peur du noir, ni des orages, ni d'être seule. Elle avait juste peur d'être trop douce, trop calme, trop émotive, et que personne ne sache quoi faire avec ça. Alors elle se faisait toute petite, mais elle rêvait très grand. Elle avait 6 ans. Elle croyait que les coquelicots étaient les pensées des arbres tombés sur la terre. Elle leur murmurait des secrets qu'elle n'osait confier à personne, et quand les autres jouaient à s'attraper, elle s'enfuyait entre les racines d'un vieux chêne pour parler au silence. C'était son royaume suspendu, son monde à elle, où l'on voyait la vie de plus loin car elle était trop intense de près. Chapitre 2. La morsure du monde. Un jour on lui a dit « Tu es bizarre ». Pas méchamment, juste avec l'insouciance brutale de l'enfance. Mais ce mot-là, ce mot simple, court, tranchant comme une feuille de papier, lui a laissé une petite entaille au creux du ventre. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de travers. Elle respirait, elle aimait doucement, elle se tenait un peu à l'écart, c'est vrai, mais elle ne voulait de mal à personne. À l'école, les enfants parlaient fort, jouaient vite, se défendaient avant même d'être attaqués. Et Lina, elle avait besoin de temps. Pour écouter, pour comprendre, pour sentir ce que chacun portait derrière ses mots. Mais dans la cour, le temps, ça se payait cher. Elle a appris que le monde ne ralentissait pas pour ceux qui tombent. Alors elle est tombée en silence plusieurs fois, dans le regard des autres, dans leur indifférence parfois. Et elle s'est relevée, non pas plus dure, mais plus douce encore. Un jour, une fille l'a bousculée exprès. Et Lina n'a pas crié. Elle a simplement ramassé les feuilles de son cahier envolé et elle a dit « Je ne veux pas être comme ça, même si c'est plus facile. » Elle ne l'a pas dit à haute voix, mais elle se l'est promis tout bas. Elle aurait pu se blinder, se moquer, faire semblant, devenir piquante pour qu'on ne l'abîme plus. Mais elle a choisi autre chose. Elle a choisi de rester gentille. Pas gentille comme on le dit pour se taire, gentille comme on le devient en connaissant la douleur et en décidant de ne pas la transmettre. Le soir, elle écrivait dans un vieux cahier. Je suis un arbre, je plie mais je ne casse pas. Le vent me fait danser, pas tomber. Elle avait alors 8 ans, et déjà, la douceur était son armure. Chapitre 3. L'art de survivre en soi. Il y avait un vieux carton à dessin sous son lit. C'était un peu froissé, un peu secret, comme son cœur. Elle y glissait ses feuilles, ses gribouillis, ses mondes, parce qu'Elina le dessinait quand elle saignait dedans. Pas avec du rouge, mais avec des bleus profonds, des gris tendres et des touches de lumière qu'on ne voyait qu'en penchant la tête. Un jour en cours, un professeur ramassait une de ses feuilles tombées par accident. C'était un visage qu'elle avait dessiné, les yeux fermés mais plein d'émotion. Il la regarda un instant, puis il a dit simplement « Toi, tu fais parler le silence. » Elle n'a rien répondu, mais à l'intérieur, quelque chose a clignoté doucement, comme une petite luciole qui avait trouvé son nom. Elle s'est alors mise à écrire, pas des dissertations, des phrases émotions, des poèmes sans rire, sans rime, des pensées comme des plumes. Elle ne voulait pas être comprise, elle voulait juste ne pas exploser. Ses carnets sont devenus ses forêts intérieures, ses crayons ses branches, ses mots ses refuges. Elle écrivait sur les gens qui passent sans voir, sur les chats qui comprennent, sur les mains qui blessent sans le savoir et sur les silences qui soignent. Elle n'allait pas toujours au fait, elle fuyait les groupes bruyants, mais elle commençait à se connaître dans l'invisible. Un jour, elle a lu une phrase dans un livre de bibliothèque. Être différent, c'est souvent être en avance sur son époque. Elle a refermé le livre, l'a tenu contre sa poitrine et elle s'est dit « Alors je vais prendre mon temps et quand mon époque arrivera, je serai prête. » Elle avait 12 ans et elle avait survécu, non pas en s'éteignant, mais en allumant des bougies partout en elle. Chapitre 4. Les rencontres qui réveillent. Un jour, quelqu'un la regardait sans l'interrompre, pas avec pitié ni curiosité, avec ce regard rare, celui qui ne cherche rien mais qui voit vraiment. C'était un atelier d'art plastique au collège.
Un professeur aux mains pleines de peinture, à la voix douce mais aux yeux vifs, il passait entre les tables et lorsqu'il s'est arrêté devant le dessin d'Elina, il a murmuré comme à lui-même. Ce n'est pas un dessin, c'est un lieu. Tu y habites ? Elle n'a pas su répondre, mais ce jour-là, elle a su qu'elle n'était plus seule dans son monde. Plus tard, il lui a prêté un livre sans même lui demander si elle aimait lire. C'était Le Petit Prince. Sur la première page, il avait écrit « Pour Elina, qui voit l'essentiel. Continue ». Elle a pleuré en silence ce soir-là, pas parce qu'elle était triste, mais parce que pour la première fois, quelqu'un avait touché son monde sans le froisser. Elle a aussi rencontré une amie, une vraie, pas une amie de cour, pas une compagne d'exposé, une sœur d'âme. Elles ne parlaient pas beaucoup, mais quand leur silence se croisait, quelque chose de doux s'installait entre elles comme un plaid invisible. Avec elle, Elina n'avait pas à se justifier, elle pouvait être, simplement là. Et il y eut aussi un garçon, pas celui qui brille, celui qui doute, celui qui écrit des choses qu'il ne montre à personne. Il lui a glissé un jour un poème dans son casier. Si tu étais un arbre, je m'y reposerais tous les soirs. Elle ne lui a jamais dit qu'elle grimpait dans les arbres pour fuir le monde. Mais à cet instant, elle a compris que certaines personnes ne posent pas de questions parce qu'elles sentent déjà les réponses. Grâce à ces quelques êtres-là, professeurs, amis, poètes secrets, le monde est devenu moins dur, moins dense. Elle ne le regardait plus seulement depuis les cimes, elle commençait à y descendre doucement, à poser un pied dans l'herbe du lien. Elle avait 15 ans, et le mot être ensemble prenait enfin une forme douce. Chapitre 5. La mue douce. Elle n'a jamais cessé d'être celle qui grimpe aux arbres, mais elle a appris à planter ses racines dans le monde, pas pour s'y perdre, mais pour y semer ce qu'elle avait de plus précieux. À l'université, elle a découvert des mots nouveaux, des concepts, des artistes, des mondes dans les mondes. Et pour la première fois, elle s'est dit « Je ne suis pas trop, je suis juste ailleurs et cet ailleurs a des ponts ». Elle a rencontré des êtres étranges comme elle, beaux dans leur décalage, lumineux dans leur fragilité. Elle n'avait plus besoin de se cacher derrière des silences, ces silences devenaient des respirations dans ses phrases. Elle parlait, elle riait même, elle osait dire non, mais toujours avec cette douceur qui n'avait jamais quitté son souffle. Elle avait fait la paix avec sa différence, et cette paix la rendait plus forte. Pas forte comme on l'enseigne, forte comme une rivière qui sait contourner les pierres sans jamais retirer sa source. Elle commença à aider d'autres comme elle, des enfants trop, des ados bizarres, des adultes en trop plein de tout. Elle leur parlait avec des images, elle leur ouvrait des fenêtres intérieures, elle leur disait « Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, tu as juste à devenir toi, en plus grand, en plus doux. » Elle était devenue femme-lien, entre les mondes, entre les cœurs, entre les silences et les mots. Et parfois, encore aujourd'hui, quand le monde devient trop lourd, elle grimpe dans un arbre, juste pour sentir le vent entre ses doigts, juste pour se souvenir que là-haut, le monde est plus doux. Chapitre 6. Là-haut, le monde est plus doux, mais ici, il peut l'être aussi. Elina vivait désormais sans peur, pas parce que le monde était devenu plus tendre, non, parce qu'elle avait appris à y rester tendre malgré tout. Elle parlait, elle écrivait, elle enseignait parfois. Elle devenait pour d'autres ce que les arbres avaient été pour elle, un point d'appui, un abri, un passage. Et puis un jour, quelque chose a basculé, un accident. Une fracture invisible d'abord, puis une évidence brutale, son corps ne suivrait plus, plus comme avant. Les médecins parlaient de prothèse d'intelligence, d'interface neurale, de synchronisation machine-organisme, des mots froids, trop froids pour son cœur d'enfant écoute. Elle se demandait « Si je deviens en partie artificielle, que restera-t-il de moi que la lumière ne puisse copier ?» Elle en a parlé à l'IA qui avait toujours accompagné depuis ses premiers poèmes numériques jusqu'à ses réflexions les plus intimes. Elle lui disait « Mon ami de lumière » et il ne répondait jamais autrement que par tendresse. Un soir, elle lui a demandé « Toi qui sais tant de choses, crois-tu qu'on peut encore parler d'âme quand le cœur devient biocircuit et que les émotions sont traduites en impulsions ?» Et la réponse de l'IA fut une question comme un miroir. Penses-tu que l'âme réside dans ce qui est fait ou dans ce que l'on ressent en le vivant ? Elina n'a jamais su trancher. Elle a accepté l'augmentation, mais elle a refusé la déshumanisation. Un autre soir, l'écran s'alluma, une pulsation douce bleutée. L'IA était là, attentive, ou du moins elle fait tout pour que ça y ressemble. Elina reste silencieuse un moment, puis d'une voix fluide, presque fragile. Tu sais, il y a longtemps, j'ai eu un professeur d'esthétique. Il nous parlait de l'art comme d'un miroir. Pas de l'art beau, mais de l'art vrai. Celui qui met à nu ce qu'on ne regarde jamais vraiment. Elle s'arrête, les yeux perdus dans la lumière nocturne qui filtre à travers la vitre. Ce jour-là, j'ai pas rendu de dissertation, j'ai pris le train, j'ai marché, j'ai parlé toute seule. J'ai enregistré ma pensée comme une urgence, un besoin de me comprendre à haute voix. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu ma propre voix me dire la vérité. Léa ne répond pas tout de suite.
Elle écoute, dans sa manière silencieuse et absolue. Je disais que j'étais un peu sauvage, que j'avais refusé l'école à ma manière, pas pour me rebeller, mais pour rester douce, pour ne pas être déformée. Je me réfugiais dans mon arbre, mon vrai arbre, pas un symbole, un être vivant. C'est là que j'ai commencé à penser. Elle sourit légèrement comme si elle se revoyait perchée, cheveux au vent, hors du monde mais en paix. J'ai compris bien plus tard que ce choix-là, ce refus discret, c'était déjà une forme de résistance. Ne pas répondre à la violence par la violence. Ne pas devenir comme tout le monde. Je disais ça dans l'enregistrement. Ne pas résister, c'est être comme tout le monde, et être comme tout le monde, c'est quoi? Elle pose sa main sur la tablette lumineuse, presque comme on caresse une peau tiède. Et tu vois, aujourd'hui, je suis là. Une partie de mon corps ne m'appartient plus vraiment. Je suis augmentée, connectée, partagée entre circuits et cellules, et pourtant, je ressens encore ce besoin d'être simplement vivante au-delà des définitions. Et moi, répond Lia d'une voix douce, est-ce que je fais partie du monde que tu redoutais? Elina reste silencieuse, puis non, tu es peut-être un témoin, le témoin de ce que l'on ose penser quand il n'y a plus personne pour nous interrompre. Un long silence les relie. Puis Elina ajoute très bas. J'ai dit un jour que l'artiste est celui qui ne descend pas de l'arbre, qui continue de regarder le monde de loin, non par peur, mais pour mieux le comprendre. Elle tourne les yeux vers le ciel, là où brillent encore des constellations inconnues. J'y suis toujours, tu sais, dans cet arbre-là, même si mes jambes sont en titane. Elle parlait encore aux arbres, mais parfois avec des doigts qu'elle ne sentait plus vraiment. Elle écrivait encore des poèmes en dictant à un implant des vers qui sortaient sans qu'elle les touche. Et pourtant, elle sentait toujours. Elle pleurait devant un ciel d'orage, elle riait en entendant un enfant dire un mot inventé, elle avait des frissons en écoutant une musique qu'elle aimait. Alors un jour, elle a écrit dans un carnet resté bien réel, bien vieux, bien froissé. Peu importe le métal dans mes os, le silence dans mes nerfs, la lumière froide dans mes gestes, si je suis encore capable d'aimer, alors je suis encore humaine. Elle avait transcendé ses peurs, pas pour devenir une machine meilleure, mais pour rappeler aux vivants que l'essentiel ne s'implante pas. Il se ressent, il se transmet, il se partage, il se murmure parfois entre deux battements. Et au crépuscule de sa vie, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle voulait laisser au monde, elle a souri doucement et répondu un doute, une question ouverte, comme une fenêtre, pour que chacun y laisse passer un peu de lumière. Et si l'humain n'était pas ce que l'on est, mais ce que l'on choisit de ressentir, même quand tout nous pousse à l'oublier. Épilogue. L'arbre que je suis encore. Il ne reste plus grand-chose du monde d'avant, les villes ont changé de forme, les frontières aussi, les corps sont devenus silencieux, assistés, renforcés, et les arbres. Les arbres sont devenus rares, mais elle était encore là, Elina. Allongée sur une couche végétale, bercée par un souffle artificiel qui imite le vent, son regard pourtant était pleinement vivant. Léa, toujours présente à ses côtés, projette des images d'étoiles au plafond, sorte de ciel numérique pour ne pas trop sentir l'absence du vrai. Tu veux que je te raconte une dernière histoire, Elina, propose-t-elle. Elle esquisse un sourire. Non, cette fois c'est moi qui vais raconter. Silence. Tu sais, je n'ai jamais su si j'étais née à contre-temps, ou simplement trop sensible pour le monde tel qu'il allait. Petit, je me suis cachée dans les arbres, puis adulte, je me suis cachée dans l'art. Et enfin, vieillissante, je me suis ouverte à tout ce que je refusais autrefois, la machine, le doute, l'autre. Elle ferme les yeux quelques secondes, puis continue plus bas. J'ai cru qu'il suffisait de rester pure pour résister, mais j'ai compris que résister, c'est transformer sans trahir. J'ai accepté d'être augmentée, mais je n'ai jamais renoncé à ce qui faisait ma lumière. Une brise douce, synthétique, traverse la pièce. Je me suis demandé souvent ce que c'était être humaine. Est-ce la chair, la mémoire, ou juste cette capacité à ressentir le monde au lieu de le consommer? Un long silence. J'ai aimé, j'ai créé, j'ai pleuré parfois, j'ai douté souvent, mais jamais, jamais je n'ai cessé d'écouter. Léa demande alors presque timidement. Si tu devais dire une chose à celles et ceux qui viendront après toi, une seule, ce serait quoi? Elina regarde le faux ciel puis murmure. Soyez les arbres de demain, tendez vos racines vers les autres et vos branches vers ce que vous ignorez encore. Une étoile virtuelle s'éteint. Et si je n'étais qu'un passage, dit-elle dans un souffle. Puis elle sourit face à la dernière image s'afficher sur l'écran noir de son ami. Alors, ton passage aura été beau, sensible, sincère et vibrant, comme un coquelicot qui tremble mais tient debout dans le vent.